Embaucher la bonne personne, la perle rare, à la fois compétente ou en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. C'est aux recruteurs qu'incombe cette lourde tâche. Aujourd'hui, dans notre cercle RH, nous allons parler des tests de personnalité. Ces tests auxquels vous pouvez être amené à vous soumettre. Des tests censés aider le recruteur à mieux vous cerner. Mais sont-ils des outils fiables, efficaces? Pour en parler, je reçois aujourd'hui David Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO et le fondateur d'Assess First. En quelques mots, c'est une solution qui donne des tests de personnalité en mode prédictif, c'est ça? Exactement ça, voilà. En fait, l'idée, c'est qu'on va combiner une évaluation à la fois de ce qu'on appelle les capacités cognitives, donc vraiment plutôt l'agilité intellectuelle, mais également les motivations, ce que la personne veut faire, la personnalité, comment elle va se comporter, et ensuite, on a développé des algorithmes prédictifs qui vont permettre, en effet, de prédire est-ce que cette personne aura la capacité, un, à réussir dans le job pour lequel on veut la recruter, et deux, est-ce qu'elle pourra être heureuse, épanouie, et donc rester le plus longtemps possible dans ce job. Fabrice Coudrard, je ne sais pas si vous utilisez cette méthode. Vous êtes Managing Director Executive Search, je ne sais pas ce que ça donne en français, chez Robert Half. C'est bien en anglais aussi. Qui est un cabinet de recrutement spécialisé pour les métiers de la comptabilité, assistanat finance, juridique, ressources humaines et IT. Technologie. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ces tests, vous nous le direz. Méthodes, il y en a d'ailleurs différentes méthodes. J'ai également Aurélien Boutodou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur et créateur de l'école du recrutement, c'est ça? Alors oui, créateur de contenu à l'école. De contenu. Vous êtes créateur de contenu à l'école du recrutement. C'est une école qui forme au métier de recruteur. Vous proposez à la fois des formations initiales, mais aussi continues pour des personnes qui sont déjà en poste. Alors c'est vrai que quand on passe à un entretien, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais quand on vous annonce un test de personnalité, on doit s'attendre à quoi ? Puisque vous faites des tests. À quoi dois-je m'attendre si on m'annonce un test de personnalité? En fait, je pense qu'il faut s'attendre à pouvoir rester le plus possible soi-même. C'est-à-dire que parfois, on se dit « Oh là là, j'ai un test de personnalité, on va juger qui je suis, il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnalités. » En fait, non. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Non, absolument pas. En fait, l'idée, c'est de bien comprendre pourquoi on utilise ce genre de test. En fait, c'est pour permettre d'identifier comment est-ce que la personne fonctionne, quels sont ses talents naturels. Et l'objectif étant, en définitive, de pouvoir trouver un job pour cette personne, savoir est-ce qu'elle aura la capacité et surtout l'envie, est-ce qu'elle pourra s'épanouir au sein à la fois du job qui lui est proposé, au sein de l'équipe et également au sein de la culture qui est celle de l'entreprise qui recrute. Il y a différentes méthodes qui existent. Vous en proposez une, mais il y a tout un panel de méthodes. Oui, alors il y a pas mal de méthodes qui existent, sachant après que la plupart des tests s'appuient sur à peu près les mêmes modèles. En tout cas, si on parle de la personnalité, il y a deux familles de tests. Il y a ce qu'on appelle les tests typologiques, comme le MBTI, qui est très connu, le plus passé dans le monde. Donc là où on va postuler l'existence de 16 catégories de personnalité. On ne recommande pas de l'utiliser dans le cadre du recrutement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'approche factorielle, qui se base sur ce qu'on appelle le modèle des Big Five. Donc il y a 5 grands facteurs qui existent en psychologie pour décrire la personnalité. Et on va pouvoir situer la personne sur chacun de ces 5 grands facteurs, ce qui fait que ça va permettre d'avoir potentiellement des millions de combinaisons possibles pour aller beaucoup plus dans le détail dans l'analyse des potentialités. Et quelle différence avec le modèle prédictif que vous développez? Alors, parce que aussi, ils prédisent finalement un type de profil. Oui, exactement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a d'un côté les tests de personnalité, donc qui vont donner en gros des scores sur des traits, sur des dimensions de la personnalité. Ensuite, le côté prédictif, ça va naître du rapprochement entre le profil de personnalité des candidats et un modèle recherché, ce qu'on appelle un modèle prédictif. Par exemple, on va se dire, je veux recruter... Donc ça se construit avec l'entreprise, finalement. Ça se construit avec l'entreprise. Et souvent, à partir de l'analyse des personnes qui sont les plus performantes dans le job. Si on souhaite recruter pour ce même job, ça peut avoir du sens à un moment donné de s'intéresser aux facteurs qui font que celles et ceux qui réussissent tout simplement. Fabrice Caudray, chez Robert Half, vous utilisez ce panel d'outils de tests de personnalité? Très peu. En fait, depuis de nombreuses années que je fais ce métier, ayant vu passer de centaines de candidats, nous avons été assez ouverts à différentes techniques. On a testé les tests et nous les gardons naturellement. Et on les utilise davantage à la demande de nos clients, plutôt pour valider une toute fin de process. Et ça vient confirmer finalement. Ça vient confirmer ou infirmer certains points, des points que je qualifie de mineurs. Parce qu'un point majeur qui aurait été saillant dans le cadre d'un processus d'entretien sera éliminatoire pour le candidat. En revanche,
on est assez ouvert parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent et que les produits et les tests sur du marché évoluent et deviennent vraiment, je dirais, intéressants, mais surtout fiables, de plus en plus. Ils ne se substituent pas à tout un processus, on y reviendra peut-être tout à l'heure. En revanche, on a beaucoup de clients qui aujourd'hui... Alors, pour donner un chiffre, moins de 20% de nos clients... Alors, c'est très peu finalement. Hein. Voilà, donc moi je m'occupe de chasse de tête, l'executive search, donc sur les profils de cadres dirigeants. Et aujourd'hui, si je regarde les 2 dernières années, ce que j'ai fait avant de venir, on a un peu moins de 20% de nos clients qui vont ou nous demander de faire un test, ou bien d'avoir leur propre test. Et souvent, ça vient vraiment dans la phase ultime, finale, où le président veut avoir, à un moment donné, une validation du dossier qu'on lui a remis, des prises de référence qui ont été effectuées, pour vraiment se rassurer. Mais je le répète, si on a eu un doute en amont, généralement, on n'a plus de doute. Ça vient donner l'état final, finalement. Enfin, oui, alors, si vous voulez, on ne l'utilise pas, pour reprendre les mots utilisés tout à l'heure, vraiment de manière prédictive. On ne va pas... parce qu'il y a peut-être une fragilité à travers l'utilisation des tests. Déjà, il faut savoir les utiliser. Mais c'est pour se rassurer, savoir les interpréter. Si ça s'utilise en toute fin, finalement. Vous dites un mot très juste, parce que pourquoi on choisit un candidat ? Parce qu'il nous rassure. C'est le mot de la fin, c'est « il me rassure » ou « elle me rassure » et c'est lui ou elle que je vais choisir. Après avoir bien entendu répondu à l'intégralité des critères. Les cases. On les coche rarement toutes, mais on en coche beaucoup. Si souvent on dit il coche toutes les cases, d'un point de vue technique. D'un point de vue comportemental, c'est beaucoup plus difficile, naturellement, d'appréhender, je dirais, dans le cadre d'un entretien de 1h30 ou 2h, tous les traits de cette personnalité. Et là, l'appui des tests peut être aussi un très très bon élément. Pour aller beaucoup plus loin. Au-delà d'aller plus loin, c'est aussi d'engager une discussion différente avec le candidat. Et ça, c'est aussi très intéressant. En revanche, parfois, et tout à l'heure c'était évoqué, on va chercher à ressembler aux gens qui ont réussi dans l'entreprise. On se glisse dans un rôle, finalement. On va jouer un rôle. Et là, la limite que je peux voir à ça, c'est une forme de clonage. Où j'aime bien, en tant que recruteur, provoquer un peu mon client, amicalement, naturellement, en lui proposant des profils qui peuvent montrer un certain atypisme par rapport à ce qu'il peut attendre. Et de ne pas avoir des populations qui se ressemblent de trop, afin d'avoir plutôt, je dirais, une mixité de genre, de type, de comportement, et qui, à mon avis, d'un point de vue managérial et performance de l'entreprise, peut être assez intéressant. Ça peut être une limite du test. En revanche, sur ce qu'on appellera les soft skills, le test peut ouvrir sur des choses qu'on n'a pas le temps de voir, de découvrir ou de révéler dans le cadre de l'entretien. Aurélien Bouteau-Doux, l'entretien, c'est aussi l'occasion idéale pour en savoir plus, connaître davantage ce qui anime un candidat. Suffisant ou pas ? Ou il faut appuyer avec un test de personnalité ? Je pense que les 2 approches sont complémentaires. David a souligné un point qui était très important, ce qui est que quand on parle de personnalité dans le recrutement, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à évaluer ? Pour moi, il a soulevé un point qui est très juste, c'est qu'on cherche à évaluer une triple adéquation. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une adéquation avec le métier en lui-même ? Est-ce qu'on va avoir une adéquation avec l'équipe qu'on va intégrer ? Et est-ce qu'on va avoir une adéquation avec la culture de l'entreprise qu'on va rejoindre ? Et au final, au niveau des comportements attendus dans certains métiers, dans certaines équipes et dans certaines entreprises, il va y avoir certaines choses qu'on va attendre. Un des premiers points à analyser, une des premières questions à se poser avant même de considérer est-ce qu'on fait un entretien, est-ce qu'on fait passer un test de personnalité, c'est quelles sont les caractéristiques que je vais rechercher pour ce métier. Donc il faut faire le point avec soi-même, ses équipes, pour savoir ce qui est recherché. Se poser la question et parfois se dire que si on a posé par exemple qu'on a besoin dans telle équipe de personnes qui sont plutôt diplomatiques dans leur manière de communiquer, qui ne veulent pas aller brusquer, qui vont aller peut-être savoir mettre les formes, ça peut s'évaluer avec un test, ça peut aussi s'évaluer avec des questions en entretien. Tout est justement sujet de savoir, comme le disait monsieur à côté, tout simplement de se dire, est-ce que les techniques qu'on va utiliser pour évaluer vont être suffisantes indépendamment pour nous aider à arriver à une décision ? Ou est-ce que justement on va utiliser une combinaison de techniques, c'est-à-dire des entretiens et des tests, parce que ma question, c'est qu'on évalue peut-être effectivement si la personne va rentrer en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, si elle va bien s'entendre avec ses collègues. On fait ça hors environnement.
est-ce qu'on peut prédire vraiment à l'avance le comportement de quelqu'un qui aurait répondu à, vous allez nous dire vraiment à quoi ressemble un test, à quelques questions? Est-ce que finalement on peut vraiment en tirer l'essence d'une personnalité juste à travers une batterie, certes, de questions, peut-être une centaine de questions? Est-ce qu'on a vraiment la personnalité de quelqu'un? Cette question de prédictivité et de validité, elle est très importante. David le soulignait, il y a 2 grandes familles de tests de personnalité. Les tests par type, donc on a un type MBTI, et les tests par trait, qu'on va résumer autour de 5 grands traits de personnalité qui s'appellent le Big Five. En termes de prédictivité dans le recrutement, il faut absolument privilégier les approches par trait, les approches qui sont liées autour du Big Five. On a plus de 100 ans de recherche aujourd'hui en psychologie organisationnelle qui nous permettent de dire que dans ces 5 traits de personnalité, il y a des traits qui sont prédictifs de succès futur. Il n'y a aucune méthode d'évaluation qui permet de prédire à 100% le succès futur de quelqu'un. C'est des indicateurs, des indices qu'on va récupérer pour nous permettre de dire est-ce que ça va aider la personne une fois qu'elle est en poste ou pas. Et pour revenir à mon point qui est de dire il faut très bien comprendre le contexte du recrutement et quelle personnalité on va rechercher dans ce contexte. David l'a dit, il n'y a pas une personnalité supérieure à une autre. Il y a des personnalités qui sont plus ou moins adaptées à certains contextes, en fait. Donc il faut être très conscient du contexte du poste et du coup se poser la question de, dans ce contexte-là, quelles sont les personnalités qui peut-être ont eu le plus de succès par le passé ou éventuellement quelles sont les personnalités qu'on aimerait faire intégrer dans le groupe pour apporter quelque chose de différent. De nouveau, peut-être. De nouveau, absolument. Bon, concrètement, je passe l'un de vos tests. Qu'est-ce qu'on va me poser comme question? Alors, en fait... c'est façon QCM? Oui, c'est façon QCM. En fait, vous avez, encore une fois, tout dépend. Est-ce qu'on est sur des tests plutôt cognitifs? Donc là, ça sera des exercices à résoudre. On peut mélanger tout. Ah, ou là, des exercices. Ouais, on fait reconnaître des formes dans des taches d'encre? Alors, non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est une approche clinique qui n'a rien à voir avec utiliser le recrutement. D'accord. En gros, vous allez avoir, par exemple, 2 affirmations qui renvoient toutes les 2 à des comportements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et on va vous demander de sélectionner parmi ces 2 affirmations celle qui vous correspond le plus. Oula. Et l'idée, c'est de... Alors, bon, si on répond à 1 ou 2 questions, ça ne va pas nous apprendre grand-chose sur le candidat. Mais quand on va croiser tout avec tout, au final, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on va pouvoir voir un petit peu quelle est l'organisation. Quelques questions. Alors, pourquoi suis-je unique? Ah, grande question. Voilà, c'est presque philosophique, on pourrait en faire une dissertation. Je n'arrive pas à lire la réponse, mais... Je sais prendre les décisions pour le groupe. Ah, merci, vous êtes beaucoup capable de me faire apprécier de presque n'importe qui. C'est quoi le rapport avec l'unicité de la personne? Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, en fait? Et en fait, l'idée, après, la réponse à une question, ça ne va pas nous renseigner sur grand-chose, mais c'est vraiment, en fait, qu'on va chercher, c'est la convergence des réponses vers certaines dimensions. Voilà, je comprends l'idée, c'est de voir comment vous trouvez par rapport à un groupe. Est-ce que vous êtes leader? Est-ce que vous arrivez à vous fondre dans la masse et à être travailler en équipe aussi? Et vous aurez des questions sur l'équilibre émotionnel, sur l'organisation, la créativité, l'inventivité, la gestion du changement. Et encore une fois, l'idée de ces tests... Après, ça se base sur un ressenti. Ça se base toujours sur la perception que l'individu a de lui-même. Bien évidemment. Donc quand on se connaît bien... on répond plus facilement aux questions. Alors, on répondra peut-être plus facilement aux questions. Et d'ailleurs, on évalue donc pas seulement les scores que les personnes vont obtenir sur chacune des dimensions, mais également le comportement de la personne pendant le test. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va prendre du temps? Si oui, sur quel groupe de questions? Est-ce qu'elle tente de changer ses réponses? Et quand on est stressé, ça donne quoi? Ça biaise les résultats? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va évaluer, il y a 2 choses. Il y a l'anxiété état et l'anxiété... on est tous stressés en entretien. Alors, on est tous plus ou moins stressés. Et ça, c'est typiquement l'anxiété état, mais qui est à distinguer de l'anxiété trait. L'anxiété trait, c'est un trait de personnalité. Il y a des gens qui sont plus ou moins anxieux que les autres. Et après, il y a l'anxiété état. Si je suis en entretien, si je passe à la télé, peut-être que je suis plus stressé ou pas. Et donc ça, en fait, on va faire en sorte de le neutraliser pour faire en sorte que derrière, quand on dresse le portrait psychologique de la personne et quand on évalue son adéquation avec un job, ce ne soit pas parasité justement par ce genre de choses. Mais ce qu'il faut savoir... Quand ça passe dans la moulinette des algorithmes, il en ressort un profil type, enfin type, non, c'est pas type, donc qui mixe différents profils types, j'imagine. Alors en fait, il y a le profil de la personne. Donc par exemple, vous passez un test, vous avez votre profil, et derrière, on va le comparer par rapport à ce qu'on appelle un modèle prédictif, qui est ce qu'on pourrait appeler rapidement un profil type. Mais ce qu'il faut savoir, je reviens sur la notion de clonage, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas rechercher
exactement les mêmes personnes. C'est-à-dire que sur 40 traits de personnalité, peut-être qu'il y en a 5, 6 au maximum qu'on va chercher. Et l'idée, justement, c'est au contraire d'apporter beaucoup plus de diversité. Parce qu'on va dire, sur ces critères-là, ces 5, 6 critères dont on sait qu'ils sont essentiels pour réussir, on ne va pas faire l'impasse. C'est-à-dire que là, vraiment, on se fixe un standard. En revanche, sur tous les autres critères, les, je sais pas, peut-être 34 autres critères, eh bien là, peu importe comment se situe la personne, la candidate ou le candidat. Et ce qui fait que ça permet, au contraire, je trouve, de se départir de critères qu'on avait l'habitude d'utiliser autrefois dans le recrutement, comme les écoles par lesquelles les personnes étaient passées, ou encore les nombres d'expériences dans un secteur à peu près similaire, pour véritablement ouvrir un peu ses chakras, ouvrir son sourcing et aller trouver des candidats auxquels on n'aurait pas pensé, mais qui peuvent très bien faire le job au final. Fabrice Coudray, comment vous ouvrez votre sourcing sans passer par les tests de personnalité ? C'est un point essentiel, c'est un point hyper important parce qu'effectivement, la France est un pays très standardisant en termes de recrutement. Les États-Unis ont une vision complètement différente. Les Anglo-Saxons, au sens large, ont une vision très différente. En revanche, la France reste, et on a beau se battre depuis des années pour essayer de casser certains codes sectoriels, académiques, ça reste toujours très compliqué. Alors, je pense que c'est le travail du recruteur. C'est pour ça que notre place reste c'est un métier importante. Et ça c'est s'apprend. Un vrai métier. Ça s'apprend en faisant beaucoup sur le tas aussi, je pense. C'est l'expérience. Même s'il faut commencer par une bonne école. Mais l'expérience pèse beaucoup et c'est là où on a une capacité d'influence ou d'orientation auprès de son client. Qui va vous dire, j'aimerais beaucoup, malgré tout, qu'il me ressemble. Il ne le dit pas, mais c'est un petit peu dit comme ça. Mon école, mes parcours académiques, parce les que ça secteurs nous rassure rencontrés, aussi, c'est ce qu'on disait parce tout que à l'heure. naturellement, ça nous rassure. Et en revanche, moi, j'aime beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, provoquer amicalement mon client en disant, mais non, j'aimerais bien que vous rencontriez telle ou telle personne sur des critères qui sont les miens, d'avoir des cultures d'entreprises différentes pour avoir cette mixité et cette composition d'équipe qui est intéressante. Et je pense que c'est notre travail d'essayer à la fois de comprendre l'environnement de l'entreprise, la technique du poste, la personnalité des dirigeants. C'est très important parce qu'entre ce que l'on veut être et ce que l'on est vraiment, il y a un écart souvent significatif. L'entreprise a une philosophie, mais elle dépend beaucoup de la personnalité du dirigeant, de ses pairs. Comment sont-ils ? Est-ce qu'on les rencontre dans le processus de recrutement ? Donc il y a beaucoup de choses qui vont nous permettre de pouvoir essayer de dessiner l'alchimie positive. Parce que tout à l'heure, David disait un truc très important, c'est qu'il faut que le collaborateur, candidat ou candidate, reste dans l'entreprise. C'est fondamental. Oui, c'est attirer les talents et les retenir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre des talents très forte, mais faut-il encore les garder ? Et pas sur des critères binaires. C'est vraiment, il y a une sorte de bien-être, il y a une alchimie de personnalité, il y a une volonté de progresser et une volonté de bien-être au travail. Et ce bien-être au travail dépend de votre comportement, mais dépend énormément de vos collaborateurs, de vos pairs, de votre hiérarchie. Et ça, c'est important. Et j'aurais presque tendance à dire que si on doit faire passer un test au candidat, moi, je vais dire au candidat, demandez à faire passer un test à votre futur patron. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est ce qu'on propose, voilà. Ah ouais. Et là, ça serait intéressant. Non, et au-delà de ça, au-delà du fait de faire passer peut-être un test à un employeur, on peut aussi passer votre test en ligne pour apprendre à se connaître davantage, peut-être mieux cibler sa recherche d'emploi. Aujourd'hui, on a un demi-million de personnes qui ont passé Assess First et on en a 36%, enfin cette année en 2021, et on en a 36% qui ont partagé leur profil derrière sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook ou autre. Donc oui, clairement, c'est un vrai bénéfice pour le candidat ou la candidate. C'est pour ça que je dis toujours, vraiment, passez-le, mais en étant vous-même. Ça sert à rien de se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. On n'arrivera pas à tenir un rôle qu'on n'arrivera pas à tenir. Mais bien évidemment, et puis de toute manière, maintenant ça se voit avec les nouveaux algos de cotation, ça se voit en fait quand quelqu'un essaye de... Et donc on peut tester une entreprise. Alors bien sûr, en fait, on a développé des algorithmes un petit peu à l'image de ce qui se fait dans l'univers du dating, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pour la petite histoire, on a travaillé avec Mythic il y a quelques années de ça, on a développé leurs algorithmes pour la rencontre sur Affinité Psychologique, et donc on a un petit peu, on va dire, étendu le système dans l'entreprise, c'est-à-dire que si vous avez... Quels sont les points d'accroche entre un candidat et une potentielle... Très clairement, en fait, le truc, les conclusions, c'est que on peut avoir des personnalités plutôt similaires, plutôt complémentaires. Il y a certains critères, des fois, qui créent des accroches, mais bon, globalement, on peut s'en sortir. Par contre, sur la question des valeurs, des besoins fondamentaux, des motivations fondamentales, il faut quand même qu'il y ait pas mal de similitudes. C'est-à-dire qu'on regarde dans la direction, après, dans la manière d'y aller, bien évidemment, il peut y avoir une personne qui va être très sur le détail, une autre qui est sur la globalité, quelqu'un très extraverti, l'autre très introverti. Il y a une vraie vertu à la complémentarité. En revanche, il faut quand même
mieux que les personnes, soient mises en mouvement par des... Qu'on aille dans la même direction malgré tout. J'ai vu vous opiniez du chef sur les valeurs. Les valeurs communes, c'est quand même le moteur, effectivement, qui va permettre d'aller dans la bonne direction. Mais c'est tout ce qui est à côté qui va permettre justement de pouvoir avoir des équipes de management qui vont être complémentaires les unes aux autres. Si on se ressemble de trop, on neutralise, je dirais, la performance collective, j'entends. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas tomber dans un piège de trop de similitudes et d'avoir justement des équipes qui vont avoir une complémentarité. Parfois, ça peut être un peu clivant dans le quotidien, dans la gestion quotidienne, et c'est justement le talent des managers de pouvoir gérer des équipes qui vont être complémentaires, pas toujours si facile que ça. Sauf qu'on a parlé des biais du recrutement, donc on a tendance effectivement à rechercher le même type de personnes ou à justement, peut-être en évincer... La réussite d'un bon recrutement n'est pas toujours justement de répondre à 100% des critères. Répondons à 90% et provoquons avec 10% des critères, ou 80-20. Et c'est aussi là qu'on doit monitorer quelque part. Alors ça, c'est pas de la science, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la sensibilité, c'est de l'expérience, c'est de la conviction, et puis d'avoir une lecture du candidat en lui disant, vous n'allez peut-être pas ressembler complètement à vos collègues de demain, mais vous allez justement avoir un apport de compétences, de comportements qui va permettre justement à la fois de justifier votre statut, votre évolution dans l'entreprise. Mais tout dépend, à nouveau, on parle du dirigeant qui va accepter cette part de risque. Aurélien Boutodou, c'est soft skills, parce que c'est ça, on parle de sensibilité, de personnalité. Elles ont vraiment pris le pas sur les compétences dures, les hard skills, parce que les compétences en elles-mêmes... Pas nécessairement. Je pense que Patrick... Fabrice, pardon, désolé. J'ai des soucis avec les prénoms. Me rejoindra, je pense, là-dessus. Lorsqu'on échange avec des clients, la première chose dont on parle, et les recruteurs avec lesquels j'échange en formation, c'est... Aujourd'hui, je veux être certain sur ces hard skills, sur ces compétences que je vais rechercher, d'avoir ce que je veux. La grande différence que je trouve avec les recruteurs avec lesquels j'échange aujourd'hui, c'est qu'ils ont beaucoup plus de certitude sur leur manière d'évaluer ces hard skills que sur leur manière d'évaluer ce qu'on appelle des soft skills, alors qu'il y a un terme que je n'aime pas du tout. Soit on sait, soit on ne sait pas. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas effectivement de bonnes et de mauvaises réponses. Donc finalement, comme on est en fait, la difficulté, elle ne vient pas de la technique d'évaluation. Pour moi, elle vient beaucoup plus régulièrement de la difficulté à définir qu'est-ce qu'on recherche, en fait. Je pense que pour beaucoup de recruteurs ou de managers qui recrutent... Pour quelqu'un une entreprise qui ne saurait pas quel est son candidat idéal, inutile de passer par un test de personnalité. Inutile de passer par n'importe quelle technique d'évaluation. Fondamentalement, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on peut utiliser tous les outils qu'on veut, on n'arrivera pas à le trouver. Vous pouvez utiliser un baromètre pour mesurer la température, ça ne fonctionnera pas. Donc le grand principe, c'est de se poser en définition de besoin des questions qui sont fondamentale et nous, la méthodologie qu'on enseigne à l'école pour travailler sur cette définition de besoin, c'est ce qu'on appelle la méthode des incidents critiques, c'est-à-dire de regarder sur un poste donné ou dans une entreprise donnée des vraies histoires de personnes qui ont et où on peut partir, si on le souhaite, d'autres entreprises qui auraient déjà employé des gens sur des métiers similaires. Mais des vraies histoires de personnes qui ont soit fait des choses qui ont amené des très bons résultats ou des très mauvais résultats. Ce côté critique de savoir si de plein de situations différentes, on peut tirer des comportements très concrets. Soit des comportements qui sont liés à des compétences métiers, soit des comportements qui sont liés à des compétences qui sont appelées soft. Mais au final, nous, ce qu'on appelle des compétences culturelles, c'est-à-dire dans la manière de fonctionner de l'entreprise, c'est quoi, j'allais dire, le réflexe, la voie de la moindre résistance dans certaines entreprises de fonctionnement. Est-ce qu'on va plutôt privilégier, je le disais tout à l'heure, par exemple, la diplomatie ou la franchise? Est-ce qu'on va plutôt se dire qu'on va avoir une organisation qui va être très cadrée, on va avoir des processus avec soi-même avant? Absolument. C'est vraiment ce qui va définir. Et après, évidemment, je le disais, d'utiliser des techniques valides qui ont un background scientifique validé, en particulier en psychologie organisationnelle. Ça, c'est vraiment, vraiment le plus important. En termes de cadre, si on me propose un test, est-ce que j'ai le droit de refuser? Oui, théoriquement, vous avez le droit de refuser, oui, complètement.
Absolument. Après, bon, mettez-vous dans la peau du candidat. On lui présente un process, on lui dit voilà, le process c'est comme ça. Après, si tu veux, tu peux refuser. C'est comme une référence, finalement, non. Non, merci. Voilà. Est-ce que l'employeur a des droits, des obligations vis-à-vis L'obligation, la première, c'est d'informer en fait les candidates et les candidats sur le process et les méthodes qui vont être présentées, bien sûr. Si on voit qu'on a des cases à cocher, a priori, je pense qu'on est informé. Et finalement, ces résultats, parce que je pense que vous parliez d'algorithme, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'informations qui rentrent en ligne de compte. Elles deviennent quoi ? Alors, elles deviennent quoi, ces informations ? Toutes ces informations, elles sont utilisées pour faire justement des prédictions quant aux capacités des candidats à réussir à être engagés en haut job. Après, nous, on va les réutiliser également en les anonymisant, bien évidemment. Oui, ça pose une question de gestion de données. Hein. Absolument. Absolument. Pas dessus, Si, ils sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir juste après. Donc, il y a un consentement aussi du candidat à livrer. Il y a un consentement du candidat. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ces infos, une fois anonymisées, peuvent être utilisées justement pour créer ce qu'on appelle des modèles de benchmark. C'est-à-dire qu'on se disait, ouais, mais si je ne sais pas de quel type de candidate j'ai besoin, comment est-ce que je fais ? Parce que c'est quand même le point de départ. Aujourd'hui, en analysant des millions et des millions de données qui ont été recueillies dans des dizaines de milliers d'entreprises, on est capable de vous dire, voilà à quoi ressemble globalement, je sais pas, un account manager, un chef de projet dans le marketing, une autre ou un autre de caisse. Mais alors, bien évidemment, ça ne sera jamais le profil tel qui serait idéal chez vous, avec votre culture, dans votre entreprise. Ceci étant, ça donne quand même des informations, des références, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de ces tests plutôt façon gaming, hein ? On ne vous demande pas de répondre à des questions, mais plus de l'immersion, comme des gros team building, mais qui seraient lors d'un processus de recrutement, ou peut-être un escape game, pourquoi pas, hein. Est-ce que ça, c'est peut-être... aussi valable pour cerner non seulement la personnalité, mais aussi la manière dont, dans l'avenir, cette personne se comportera face à telle ou telle situation de stress, notamment. Je pense que l'idée est bonne. On ne l'a pas expérimenté, mais je trouve que l'idée est bonne parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure, quand on aborde un test, il faut être le plus naturel possible. Et on est tout sauf naturel dans le cadre d'un entretien d'embauche. On n'est pas si naturel que ça. Et en fait, moi, ce que je préconise, notamment dans un process de recrutement, sur des postes importants, c'est qu'une fois que la décision est quasiment prise, je conseille au candidat et je demande à mon client de recevoir le candidat de manière informelle, autour d'un verre, un café, pourquoi pas un déjeuner s'ils en ont le temps, avec une partie de son équipe ou d'autres membres du comité de direction de l'entreprise. Donc il y a un œil extérieur. Et là, on a une rencontre informelle. On ne pose pas de questions sur le parcours. Ils ont pu voir le CV ou pas de la candidate ou du candidat, mais d'avoir une rencontre informelle, d'avoir un échange où le naturel doit être présent. Ça permet au candidat déjà d'avoir une sensibilité différente et de ne pas voir son interlocuteur dans le cadre de l'entretien et de voir la communauté avec laquelle il va vivre et évoluer. Et là, il y a une sorte de buy-out. Il va dire j'ai envie de passer des journées avec ces gens-là. Et eux peuvent dire oui, il ou elle est sympa. Ou effectivement, on sent qu'il y a une compétence et ça. Donc ça, c'est pas. On est loin de votre idée de l'escape game ou de ce type de processus, mais je pense que c'est une bonne démarche parce qu'on révèle d'autres qualités, on révèle d'autres choses qui peuvent être importantes dans l'appréciation. Dans le cadre pas le jugement, mais l'appréciation du candidat. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous, David Bernard, CEO et fondateur d'Assess First. Fabrice Coudray, Managing Director Executive Search chez Robert Half France. Et Aurélien Boutodou, formateur et créateur de contenu à l'école du recrutement. Restez avec nous. Smart Job, ce n'est pas terminé. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.